Good morning, Your Honor. Case number. Le président, Madame la greffière d'audience, veuillez annoncer l'affaire. La greffière d'audience, bonjour Monsieur le Président, affaire IT 9510A, le procureur contre Goran Jelicic. Le président, Monsieur Jelicic, pouvez-vous m'entendre? Yes, I think the problem. Il y a un problème qui vient peut-être de mon fait. Monsieur Jelicic, je me tourne à nouveau vers vous pour vous demander si vous pouvez m'entendre. L'appelant, oui, je peux vous entendre. Le président, je vais demander aux parties de se présenter. Monsieur Yapa, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, je m'appelle Pawansa Yapa, je représente l'accusation et Monsieur David Lees est mon assistant. Le Président, et pour Monsieur Jelicic, Maître Clegg. Oui, je m'appelle William Clegg et je représente Monsieur Jelicic. Le Président, bien. La Chambre d'appel du Tribunal international est réunie aujourd'hui conformément à son ordonnance portant calendrier du 28 juin 2001. Par laquelle elle avait fixé à ce jour le prononcé de l'arrêt dans l'affaire le procureur contre Goran Jelicic. La Chambre d'appel va à présent rendre son arrêt. Des copies de l'arrêt écrit seront distribuées par le greffier aux parties à la fin de l'audience. Nous ne lirons pas l'intégralité de l'arrêt, à l'exception du dispositif de cet arrêt. En conformité avec la pratique du tribunal, nous nous contenterons de le résumer. Le résumé ne reproduit pas tous les éléments de l'arrêt écrit et nous soulignons que la seule version des conclusions et des motifs de la Chambre d'appel qui fait foi est celle de l'arrêt écrit. La présente Chambre est saisie de deux appels. Celui formé par l'accusation et l'appel interjeté par Goran Jelicic. Le contexte est le suivant. Monsieur Jelicic a été accusé de génocide, de violation des lois ou coutumes de la guerre et de crimes contre l'humanité pour des infractions commises en mai 1992 dans la municipalité de Brčko, au nord-est de la Bosnie-Herzégovine. Lors du procès, les parties sont parvenues à un accord sur les faits. Et le 29 octobre 1998, M. Jelicic a plaidé coupable de 31 chefs d'accusation pour des violations des lois ou coutumes de la guerre et pour des crimes contre l'humanité. Il a plaidé non coupable du chef de génocide. Le procès qui s'est déroulé devant la Chambre de première instance ne concernait donc que le chef de génocide. Le procès s'est ouvert le 30 novembre 1998 et l'accusation a achevé la présentation de ses moyens
le 22 septembre 1999. À ce moment-là, la Chambre de première instance a avisé les parties de son intention de délivrer un jugement en application de l'article 98 bis B du règlement qui dispose, je cite, « Si la Chambre de première instance estime que les éléments de preuve présentés ne suffisent pas à justifier une condamnation pour cette ou ces accusations, elle prononce l'acquittement à la demande de l'accusé ou d'office. » Fin de citation. L'accusation a déposé une requête pour que soit reportée la décision de la Chambre jusqu'à ce que l'accusation ait eu la possibilité de présenter ses arguments. Le 19 octobre 1999, la Chambre de première instance a rendu son jugement oralement. Elle a présenté ses motifs par écrit ainsi que son examen de la peine le 14 décembre 1999. Elle a conclu qu'il existait un lien indissociable entre la requête de l'accusation aux fins d'être entendue et le jugement lui-même et a rejeté la dite requête. Elle a déclaré M. Jellicic coupable des chefs alléguant de violation des lois ou coutumes de la guerre et de crimes contre l'humanité, chefs pour lesquels il avait plaidé coupable. Une peine unique de 40 années d'emprisonnement a été prononcée. Par ailleurs, elle a acquitté M. Jellicic du chef de génocide en application de l'article 98 bis B du règlement. Les deux parties ont interjeté appel. L'accusation a fait appel de l'acquittement prononcé pour le chef de génocide et M. Jellicic a formé un recours contre la peine infligée pour les chefs sous lesquels il avait plaidé coupable et contre le cumul de déclarations de culpabilité visées ci-dessous. L'accusation soulève 3 moyens en appel. Le premier est le suivant. La Chambre de première instance a commis une erreur de droit en ne donnant pas à l'accusation la possibilité d'être entendue à propos d'une décision prononcée d'office en application de l'article 98 bis du règlement. Deuxième moyen, la Chambre de première instance s'est fourvoyée en droit en adoptant la norme de la preuve au-delà de tout doute raisonnable pour déterminer si les éléments de preuve suffisaient à justifier une condamnation au sens de l'article 98 bis du règlement. Troisièmement, le troisième moyen de l'accusation comporte 2 volets. Tout d'abord, la Chambre d'appel a conclu à tort en droit l'intention requise pour le génocide au sens de l'article 4 du statut correspond aux critères du dol spécial et non pas à une notion plus large d'intention générale. Deuxièmement, la Chambre de première instance a déclaré à tort en droit et en fait que les éléments de preuve n'établissaient pas, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il existait un plan visant à détruire le groupe musulman à Berchko ou ailleurs et que les meurtres commis par M. Jellicic venaient s'inscrire dans ce contexte. La Chambre de première instance a également versé dans l'erreur en droit et en fait en déterminant que les actes de M. Jellicic ne constituaient pas la manifestation physique d'une résolution de détruire en tout ou partie un groupe en tant que tel, mais qu'il s'agissait de meurtres arbitraires imputables à des troubles de la personnalité. L'accusation a demandé que l'affaire soit renvoyée devant une chambre de première instance constituée différemment pour un nouveau procès. Monsieur Jellicic a soulevé les moyens d'appel suivants dans son appel incident.
Premièrement, la Chambre de première instance a prononcé à tort des déclarations de culpabilité cumulées. Et deuxièmement, en fixant la peine, la Chambre de première instance a commis une erreur de fait dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. À l'appui de ce deuxième moyen d'appel, l'appelant a notamment présenté les arguments suivants. La Chambre de première instance, en prononçant la peine pour les chefs dont il a plaidé coupable, a pris en compte de manière erronée les éléments de preuve à charge relatifs au génocide et produits au procès. La Chambre de première instance a, à tort, cumulativement reconnu l'accusé coupable des chefs 16 et 17 relatifs à la mort de 2 frères, alors que l'acte d'accusation ne reprochait qu'un meurtre. Troisième argument, l'absence d'échelle des peines reconnues. Argument suivant, la Chambre de première instance n'a pas reconnu la sincérité du remords exprimé par l'accusé. Argument suivant, la Chambre de première instance n'a pas pris en compte le fait que l'appelant n'était pas un supérieur hiérarchique. Argument suivant, la Chambre de première instance n'a pas tenu compte du rôle de l'accusé dans le contexte plus large du conflit en ex-Yougoslavie. Argument suivant, la Chambre de première instance était tenue de prendre en compte la grille des peines d'emprisonnement telle qu'appliquée par les tribunaux en ex-Yougoslavie, mais elle ne l'a pas fait. Argument suivant, la Chambre de première instance ne lui a pas su gré de son plaidoyer de culpabilité. Argument suivant, la Chambre de première instance n'a pas tenu compte de sa coopération avec l'accusation. Et enfin, dernier argument, la Chambre n'a pas dûment pris en compte son jeune âge. L'appelant a demandé la réduction de sa peine. En ce qui concerne le cumul des déclarations de culpabilité, il a demandé l'annulation des déclarations de culpabilité prononcées pour ce qu'il a qualifié d'infractions moindres et qui sont incluses dans l'autre. Nous allons maintenant exposer les conclusions de la Chambre d'appel. Nous traiterons d'abord de l'appel interjeté par le procureur. Pour ce qui est du premier moyen d'appel, la Chambre conclut que l'accusation a un droit à être entendue sur la question de savoir si les éléments de preuve suffisent à justifier une déclaration de culpabilité. Le fait que la Chambre de première instance a le droit de se prononcer d'office, en application de l'article 98 bis B du règlement, ne l'exonère pas de l'obligation qui incombe à tout organe judiciaire d'entendre d'abord la partie dont les droits peuvent être lésés par la décision à prendre. Quant au deuxième moyen d'appel de l'accusation, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a commis une erreur dans son application du critère permettant de déterminer si les éléments de preuve à charge suffisent à justifier une déclaration de culpabilité. Le critère qu'il convient d'appliquer est celui de savoir s'il existe des moyens de preuve au vu desquels, s'ils sont admis, un juge du fond raisonnable pourrait être convaincu, au-delà de tout doute raisonnable, que l'accusé est coupable du chef d'accusation en cause. S'agissant du premier volet et du troisième moyen d'appel de l'accusation, la Chambre d'appel conclut que l'intention nécessaire est celle de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux par l'un des actes prohibés énumérés à l'article 4 du statut. Elle considère que c'est à cette intention que faisait référence la Chambre de première instance en parlant de dol spécial. La Chambre d'appel déclare en outre que l'existence d'un projet ou d'une politique n'est pas un élément constitutif du génocide, mais peut aider à le démontrer.
Concernant le deuxième volet du troisième moyen d'appel de l'accusation, la Chambre d'appel estime que l'application erronée par la Chambre de première instance du critère de l'article 98 bis B du règlement a entraîné une appréciation incorrecte des éléments de preuve. Néanmoins, en l'espèce, la Chambre d'appel juge inapproprié d'infirmer l'acquittement et de renvoyer l'affaire devant une autre chambre. En ce qui concerne le premier moyen d'appel de l'intimé, la Chambre d'appel conclut que le cumul de déclarations de culpabilité en vertu des articles 3 et 5 du statut est possible. La Chambre d'appel en vient au deuxième moyen d'appel de l'intimé. À propos des chefs d'accusation 16 et 17, de l'acte d'accusation, l'intimé a plaidé coupable du meurtre d'un seul des frères Rousseau, Esmaïl Zahirovic. La Chambre de première instance a commis une erreur en le déclarant coupable de les avoir tués tous les deux. Cependant, vu que l'intimé a été convaincu de 12 meurtres, la Chambre d'appel estime que l'erreur submentionnée n'influe pas sur la peine. Quant à savoir si, comme le soutient l'intimé, la Chambre de première instance a commis une erreur d'appréciation en prononçant la peine, nous l'avons vu, plusieurs sous-moyens ont été soulevés. Les conclusions de la Chambre d'appel pour chaque sous-moyen ne seront pas abordées ici. Néanmoins, l'article 101A du règlement dispose que toute personne reconnue coupable par le tribunal est passible de l'emprisonnement pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie. Fin de citation. La Chambre de première instance peut donc prononcer l'emprisonnement à vie. La Chambre de première instance dispose également d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de quels éléments tenir compte pour fixer la peine et du poids à leur accorder. Dans l'ensemble, la Chambre d'appel a conclu que l'intimé n'avait pas démontré que la Chambre avait commis une erreur d'appréciation. Je vais maintenant donner lecture du paragraphe du jugement écrit qui parle de la disposition, donc du dispositif, et c'est à ce moment-ci que je vais demander à M. Jelicic de se lever. Le dispositif se lit comme suit. Premièrement, la Chambre d'appel permet à l'unanimité accueille le premier moyen d'appel de l'accusation. 2. La majorité de la Chambre d'appel, avec opinion dissidente du juge Pocard, accueille le deuxième moyen de l'accusation. Troisièmement, s'agissant du troisième moyen de l'accusation, A. La Chambre d'appel, à l'unanimité, rejette l'argument selon lequel la Chambre de première instance aurait commis une erreur de droit dans l'application de l'expression du dol spécial, entre guillemets. Et deuxièmement, la majorité de la Chambre d'appel, avec l'opinion dissidente du juge Pocard, accueille pour le reste ce troisième moyen. Quatrièmement, cependant, la majorité de la Chambre d'appel, avec l'opinion dissidente des juges Shahaboudine et du juge Wald,
estime que dans les circonstances de l'espèce, le renvoi de l'affaire pour un nouveau procès n'est pas approprié et refuse d'infirmer l'acquittement. Cinquièmement, la Chambre d'appel, à l'unanimité, rejette le premier moyen soulevé par l'intimé ou l'appelant. Sixièmement, s'agissant du second moyen de l'appelant, la Chambre d'appel à l'unanimité y conclut que la Chambre de première instance a reconnu à tort de trouver Goran Ilicic coupable de 2 meurtres sous les chefs 16 et 17 du deuxième acte d'accusation modifié, alors qu'en fait, il n'a plaidé coupable que de l'un de ces meurtres. Et 2. La Chambre d'appel à l'unanimité rejette pour le reste le second moyen de l'appelant. Septièmement, la Chambre d'appel à l'unanimité confirme la peine de 40 années d'emprisonnement prononcée par la Chambre de première instance. 8. En conformité avec l'article 103C du règlement, l'appelant restera détenu au quartier pénitentiaire du tribunal international jusqu'à ce que les modalités de son transfert dans l'État dans lequel il purgera sa peine soient finalisées. Fait en anglais et en français, la version en langue anglaise faisant foi. Ce document est suivi par les signatures des 5 membres de la Chambre, moi-même, le juge Vora, le juge Nieto Navia, le juge Wald et le juge Pocard. Fait le 5 juillet 2001 à La Haye, aux Pays-Bas. Le juge Nieto Navia joint une opinion individuelle au présent arrêt. Les juges Shahabuddin, Wald et Pocard joignent des opinions partiellement dissidentes au présent arrêt. Monsieur Ilicic, vous pouvez vous rasseoir. Yeah. Madame Registrar. Le président, Madame la greffière, vous pouvez maintenant distribuer les arrêts écrits. There ends the... Cela met fin à cette procédure, à moins que mes collègues n'aient quelque chose à ajouter. La Chambre lève la séance.